j'ai eu en effet un déjeuner avec les deux plus importants leaders des travailleurs, hein, la CGT et la Comisiones Obreras, hein, con Cándido y con Ignacio Tocci. Et on a parlé de la situation, on a parlé sur les possibilités, et je crois que qu'ils comprenaient bien quels étaient les risques, quelles étaient les implications. En même temps, les marchés ont évolué de manière énormément sévère et, de mon point de vue, totalement injuste, parce qu'ils ont mis dans les mêmes sacs des pays qui avaient des conditions totalement différentes. Il ne faut pas oublier, l'Espagne avait un surplus budgétaire par 4 ou 5 ans avant la crise. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même avec les déficits de 2009, 2010, 2011, etc., l'Espagne a une dette accumulée qui est plus ou moins de la moitié de certains pays européens, d'autres pays européens, et au-dessous de la moyenne de l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pratiqué une politique budgétaire prudente avec la crise. Alors, avant la crise. Alors, ça veut dire que la crise a trouvé l'Espagne avec une position fiscale plus forte. La question du chômage, comme je dis, était structurelle en Espagne. Ce n'est pas une question qui est une surprise. Hein? C'est plus aigu, c'est plus difficile aujourd'hui. Parce que je vois que oui. Mais il faut dire que même si c'était après c'est ce qu'on aurait recommandé, parce que il y a des années qu'on le recommande, on est très bien impressionné du courage et de la décision du gouvernement. Et j'espère que ça ira bien. C'est très tôt pour savoir, et aussi parce qu'il y a un procès politique législatif qui n'est pas fini, Angel. Hein? Il faut voir si les autres partis vont appuyer, si ça va passer comme loi, etc. Et il y a des formalités, mais qui sont des formalités avec une charge politique importante. Et tout ce qu'on pourrait dire, les risques sont importants. Et on voudrait voir une Espagne qui est unie, unifiée, qui est par cet spectre de risque et pour prendre toutes les décisions dans la direction correcte, avec un appui qui soit plus général. Parce que ça, c'est aussi évalué dans les marchés. C'est-à-dire que le gouvernement peut avoir des initiatives courageuses ou bien illustrées, mais en même temps, s'il n'y a pas l'appui général pour les mettre en pratique, pour l'implémentation, naturellement, les marchés prennent note de ça. Moi, je ne sais pas si tu veux. Thank you very much, Secretary. I would just add. Moi, je rajouterais au propos du secrétaire général ce qui suit, c'est-à-dire que les grandes lignes des réformes proposées en Espagne rejoignent effectivement les recommandations formulées par l'OCDE antérieurement. Mais, comme à l'accoutumée, c'est le diable qui se trouve dans le détail, et comme l'a dit le secrétaire général, les propositions de réforme font l'objet de discussions au Parlement, et il est possible que cela se trouve modifié avant que la situation ne devienne claire. Ces propositions, il faut les entendre dans le contexte de tout un train de mesures, pas quelque chose qui se limite, si vous voulez, au marché du travail, aux protections du travail et le clivage entre les différentes catégories de travailleurs. Mais plutôt, il faut comprendre ça dans un contexte plus large, c'est-à-dire un programme, un régime d'activation plus moderne, des réformes au niveau des marchés privés, investissement au niveau de l'innovation, recherche, développement, et ce,
en vue d'opérer une véritable transformation du modèle de croissance espagnol. Enfin, c'est comme ça que j'entends, moi, les agissements des autorités espagnoles. Et je pense que tout cela, il faut le comprendre comme faisant partie d'un tout, d'un ensemble de trains de mesure. Et au cours de ces 2 ou 3 derniers mois, nous avons pu voir quand même une légère amélioration au niveau des chiffres, c'est vrai. La croissance s'est arrêtée, a freiné. Quelques emplois en vue le jour du point de vue net, mais cela rejoint aussi ce pic, c'est la source du pic, atteindre un plateau, quel que soit le niveau. Bon, on a atteint le maximum. Et les chiffres plus positifs induits par la relance vont aussi porter tout cela. Et je rajouterai ceci, et ça c'est pas par rapport à l'Espagne, c'est de manière générale. On a toujours dit, il n'y a pas assez dans ces trains de mesure. Surtout, je parle là par rapport à l'emploi. Ces mesures, c'est quoi, 10, 12%? Non, il faut qu'il y ait un volet emploi, un contenu emploi plus conséquent, plus important. Et dans certains cas, bon, effectivement, certains ont mordu à l'hameçon, les autorités, les marchés, les syndicats ont tous mis l'épaule à la roue pour pousser les choses dans la même direction. Je pense qu'on aurait pu faire mieux, parce qu'il s'agissait là, bien entendu, d'une opportunité intéressante. C'est la crise, cela a induit des conséquences au niveau du chômage, mais il y a aussi le fait que beaucoup de dépenses ont pu être effectuées pour 1 an ou 2 pour se hisser hors de la récession, et on aurait peut-être plus pu être axé sur l'emploi, plus que ce qui a été fait. Bon, il y a encore certaines choses en cours. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Nombre des trains de mesure ont été adoptés, mais doivent être maintenant appliqués. Et dans le cas de l'Espagne, c'est pas encore dans la loi, dans les textes de loi. Il en est question, on en discute, mais pour l'instant, c'est pas la loi. Donc, il faudra voir, à voir. François Dengolay, Conseil consultatif africain. Monsieur le secrétaire général, vous avez parlé de l'Allemagne, date butoir 2016, pour que le budget soit équilibré, et 2020 pour les lenders. Alors, quelle est la justification pour atteindre ce budget équilibré? Quelles sont les conséquences pour les autres pays européens? Et est-ce que l'OCDE conseillerait des politiques semblables aux autres pays? Deuxième question complémentaire, si vous me le permettez. Vous avez parlé de l'enjeu de taille s'agissant de l'assainissement budgétaire, et en même temps, il faut s'occuper de cela sans détruire les emplois. Vous avez utilisé, si vous voulez, l'image de la chirurgie. Il ne faut pas couper les budgets, couper, si vous voulez, la partie du budget consacrée à l'enseignement, l'éducation, les marchés. Or, c'est pas très pratique. Quel sera l'outil concret et pratique dont on pourrait se servir en fonction donc des théories de l'économie pour traiter de ces questions qui sont du reste épineuses? Alors, s'agissant de l'Allemagne, votre question qui concerne l'Allemagne, je pense qu'on ne peut pas non plus s'attendre à ce que tous les pays suivent leur constitution nécessairement ou passent par la constitution pour régler leurs problèmes. Chaque pays a son contexte juridique, politique, sa façon de faire les choses. Et d'abord, les modifications constitutionnelles, ce n'est pas d'hier, ça remonte à l'année dernière. Donc c'est une décision qui a été prise par les Allemands bien avant que ça n'a fait la une ou que cela devienne un ingrédient essentiel de tout ce discours s'agissant de la reprise, crise, etc. Le fait que la crise ait pris l'ampleur qu'elle ait pris. Ça. Alors, l'Allemagne ont une image parfaitement claire de ce qu'elle veut faire. Alors, ça, au moins, les marchés comprennent. Le message est là, il est clair. Budget équilibré avec pour date butoir telle date. Ça, on comprend, les marchés comprennent, les banques aussi. Donc, c'est clair comme message.
Alors, est-ce que c'est là le conseil que je donnerais à tout le monde? Non, non, parce que les conditions sont différentes pour tous et ce n'est pas tout le monde qui peut accéder aux mêmes outils non plus. L'Allemagne, quant à elle, a une aversion particulièrement marquée quant au déficit, parce que le déficit, cela induit l'inflation, et l'inflation induit des situations politiques. Et en Allemagne, ce sont des situations qui se sont avérées très pénibles et qui ont déclenché pour l'Allemagne et le restant de la planète d'ailleurs des expériences difficiles. Alors, piètre gestion économique des budgets inflation, c'est associé dans leur tête à une situation politique tout à fait inadmissible. Donc, cela vient renforcer, si vous voulez, cet aspect-là. Et ce n'est pas uniquement économique, cela s'explique aussi par le volet culturel propre à ce pays. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut reproduire ailleurs, parce que c'est propre à ces circonstances-là, à ce pays-là. Nous, s'agissant de ce message qui a été aussi évoqué au G20 ailleurs, c'est un message. On ne peut pas ignorer le fait qu'il faille justement s'attaquer au déficit. On ne peut pas faire comme si cela n'existe pas, dire on va uniquement se consacrer à la relance. Il faut financer, il faut faire bouger les choses. Et il vous faut aussi ajouter 5, 6, 11% de votre PIB tous les ans pour ce qui est des besoins en financement, parce que justement, c'était là la taille des déficits avant qu'on en arrive à une stabilisation. Alors, il ne s'agit pas tout simplement, si vous voulez, de suivre le cours des choses comme à l'accoutumée. Bon, ça, voilà pour l'Allemagne. Alors, est-ce que le cas allemand devrait être pris comme exemple? Eh bien, seulement dans la mesure où il y a sensibilisation, compréhension, et que d'importantes décisions politiques parfois difficiles ont été prises. Donc, il y a un message pour les marchés. Mais la façon dont on va s'y prendre, eh bien ça sera une décision propre à chaque pays. La décision, les instruments varieront d'un pays à l'autre aussi. Observations. Oui, simplement une brève remarque à propos de la deuxième question. Comment est-ce qu'on fait pour concilier ces deux difficultés? Eh bien, je dirais que dans le domaine des politiques de marché de l'emploi, il est essentiel, il est crucial, plus que jamais, de dépenser les crédits à des programmes qui sont efficaces en fonction des coûts. Nous savons beaucoup de choses sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. La version de cette année et la livraison de l'année dernière donnent beaucoup d'exemples de programmes qui sont efficaces, efficients. J'en donnerai deux exemples. Nous savons, comme l'a dit le secrétaire général, que une des premières réactions de la part de nombreux pays pendant la crise et la montée du chômage consistait à investir énormément pour développer les programmes de chômage partiel, pour encourager les entreprises à conserver leurs travailleurs expérimentés. Donc ça, c'était une bonne chose au début de la crise. Pour nous, dépenser d'argent pour financer ces régimes de chômage partiel devrait être réduite et on devrait adopter des subventions plus efficaces, celles qui sont liées à des gains nets d'emploi dans les entreprises qui reçoivent ces subventions. À notre avis, ce serait une transformation importante qui correspondrait à ce critère d'efficacité et d'efficience. Et deuxièmement, je conclus là-dessus, comme l'a dit le secrétaire général, il est important également d'investir dans le secteur de la formation, une formation qui corresponde aux besoins des employeurs locaux. Cet investissement dans la formation devrait être axé précisément sur ceux qui courent le plus de risques de chômage de longue durée. Il est certain que des programmes bien conçus de ce genre permettront de ne pas trop dépenser, de gagner de l'argent, d'économiser, et ça répondra aux deux objectifs, réduire les déficits, mais les réduire de manière intelligente, c'est-à-dire que l'on dépense de manière intelligente également.